Des agents des douanes ivoiriennes renforcent leurs connaissances en matière de contrôle des produits pétroliers, une formation qui vise à accroître les recettes douanières par des procédures de contrôle plus modernes. Du 9 au 15 décembre prochain vont se tenir à Abidjan les 3e journées internationales du livre pour enfants. Plusieurs pays sont attendus. Et puis en Tunisie, ce dimanche, plus de 5 millions d'électeurs sont aux urnes pour élire leur nouveau président. Dimanche 23 novembre 2014, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'administration des douanes ivoiriennes décide de renforcer les capacités d'une bonne partie de son personnel. Cette formation, financée par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, est axée sur le contrôle des produits pétroliers. L'idée étant d'accroître les recettes douanières par une application plus moderne des procédures de contrôle des produits pétroliers. Les détails de Francis Boifo. Des agents des directions des enquêtes douanières et de l'analyse du risque des renseignements et de la valeur formés sur les procédures et le contrôle des produits pétroliers durant 4 jours. Cette formation, assurée par un expert français, a été sanctionnée par des recommandations qui pourraient renforcer les capacités des douaniers sur le terrain. Le placement des produits finis importés par la CIR à leur nomenclature réelle et leur placement sous le régime de l'entrepôt et non sous le régime de l'admission temporaire sous une autre nomenclature. Il faut rendre obligatoire pour les opérateurs du secteur pétrolier les bilans trimestriels en lieu et place du bilan annuel. Moderniser les moyens qui sont donnés à la douane, d'obliger aussi les opérateurs pétroliers à investir vers la modernisation de leurs installations, vers l'acquisition de compteurs qui convertissent automatiquement les volumes à 15 degrés, vers l'acquisition de moyens de mesurage des produits pétroliers électroniques. L'application de ces recommandations va également, selon le formateur, accroître les recettes douanières. Cette formation des agents des douanes ivoiriennes sur le contrôle des produits pétroliers est financée par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Que doit faire le secteur privé agricole ivoirien face au changement climatique? La question était au cœur d'un atelier d'information et de sensibilisation à l'attention des acteurs du secteur agricole. On en parle avec Mamadou Traoré et Serge Koléa. Juin 2014, les inondations emportent 1300 hectares de la bananeraie ivoirienne, l'équivalent de 75 000 tonnes de bananes, le quart de la production nationale. Cette catastrophe est une des conséquences, parmi tant d'autres, des changements climatiques, d'où la nécessité pour les entreprises agricoles ivoiriennes de se doter de stratégies pour s'adapter ou pour atténuer les effets liés au réchauffement climatique. Les stratégies, il y en a plusieurs, mais je voudrais retenir simplement ce que nous faisons, c'est-à-dire la sensibilisation, réunir toutes les personnes, ressources qui peuvent contribuer à nous trouver des solutions, faire face aux catastrophes liées au changement climatique. Le ministère de l'Agriculture ne reste pas indifférent aux dangers que présentent les changements climatiques pour le secteur agricole. Au niveau, par exemple, de certaines mesures, nous avons mené la recherche pour pouvoir avoir des semences améliorées, qui soient résilientes, effectivement, au changement climatique. Donc c'est pour cela que, dans le cas du PENIA, nous voulons moderniser notre agriculture. C'est en modernisant donc cette agriculture qu'on pourra éviter les effets néfastes des changements climatiques sur le secteur agricole. Dans son dernier rapport, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a dressé un tableau sombre de la situation. Selon ce rapport du GIEC, les concentrations de gaz à effet de serre ont atteint leurs niveaux les plus élevés. Les experts invitent donc les États à se mobiliser pour maintenir le niveau de réchauffement climatique en dessous du seuil critique de 2%. Comment booster le développement de la Côte d'Ivoire à partir des collectivités locales? La problématique fait partie des priorités du gouvernement. D'ailleurs, 2 instruments sont en cours d'élaboration, l'un pour le renforcement des capacités des élus territoriaux et l'autre pour le financement de l'investissement local. Une étude diagnostique a également été faite. Elle a permis d'identifier les axes prioritaires d'intervention. Hamza Diaby. L'État de Côte d'Ivoire ne veut pas des collectivités territoriales à la peine. Il ne veut pas non plus des collectivités en déphasage avec ses ambitions de pays émergents. Pour avoir donc des communes et régions fortes, 2 instruments ont été pensés. L'un pour le renforcement des capacités techniques des élus et personnels territoriaux
et l'autre pour le financement de l'investissement local. Pour Bambachek Daniel, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, à ce séminaire, les collectivités locales doivent servir de rampe de lancement au développement du pays. C'est pourquoi ces deux mécanismes se mettent en place pour favoriser leur éclosion. Quant aux élus locaux, les deux mécanismes arrivent à point nommé. Pour eux, il leur permettra d'avoir d'autres types de stratégies afin que le développement de leur collectivité soit une réalité. Les défis identifiés ont été bien débattus, si bien qu'au final, les deux instruments ont fait objet de validation par les participants ce vendredi 14 novembre à la fin des travaux. Pour rappel, le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité signait en décembre 2012 le C2D, le contrat de désendettement et de développement pour la période 2012-2015. Une mesure qui conduit à l'annulation de la dette des collectivités dans le seul but de favoriser leur redynamisation. Vous le savez certainement, le Salon international du livre d'Abidjan a refermé ses portes il y a quelques semaines. Le SILA cède la place aux Journées internationales du livre pour enfants. L'événement va se tenir du 9 au 15 décembre prochain, ici même à Abidjan. Grandissons unis autour du livre, c'est le thème choisi pour cette troisième édition qui verra la participation de plusieurs autres pays. Ali Dirasouba, Serge Koléa. 7 jours pour célébrer la littérature enfantine, renforcer le goût de la lecture chez les enfants en les plongeant dans l'univers éducatif et instructif du livre. La troisième édition des Journées internationales du livre pour enfants d'Abidjan est une initiative de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. La particularité de cette édition, c'est la notion du vivre ensemble que la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire voudrait développer par le biais du livre et de la lecture à l'intention des jeunes. 3 pays prendront part à cette édition 2014 des Journées internationales du livre pour enfants d'Abidjan. Il s'agit de la France, du Cameroun et du Maroc. 3 prix sont en jeu, le prix de l'écriture dénommé Autour des mots, le prix de la meilleure récitation de poèmes et le prix du meilleur album pour enfants. Le parrainage de cette édition est assuré par Zora Gebari, l'épouse de l'ambassadeur du royaume chérifien en Côte d'Ivoire. Elle promet de contribuer à la réussite de cet événement qui inculque aux enfants les vertus de la connaissance et du savoir-faire pour la réalisation de leur bien-être. La troisième édition des Journées internationales du livre pour enfants d'Abidjan se tient du 9 au 15 décembre prochain. Destination d'Anané dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Dans cette ville se trouve le village de Lieupleu qui regorge d'énormes potentialités touristiques dont un pont de liane. Un pont qui était l'ombre de lui-même suite à la crise post-électorale et qui vient d'être réhabilité par les fils de la région. Je vous invite maintenant à découvrir dans ce reportage de Franck Quadio le nouveau pont de liane de Lieupleu. Au détour d'une voie cahoteuse, le village de Lieupleu, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Danani. Lieupleu, dont le nom a franchi les frontières locales, et pour cause, à quelques mètres de la place du village, une branche du fleuve Cavali, surplombée par un pont de liane. Avant, c'était pour le passage, pour aller au champ. Et nos ancêtres ont fait. Moi, je suis né, j'ai vu comme ça. Et mes parents aussi ont vu comme ça. Les ponts de liane, il y en a une dizaine dans la région du Tonkni. Celui de Lieupleu est l'un des plus importants. Et sa fabrication, comme tous les autres, obéit à un mode opératoire particulier. Quand on amène les liens ici, nous on s'en va. Nos parents initiés, et nous fils un jour, un moment, on dit allez-y. On va voir les génies qui fabriquent ça. On va les voir. Là, ils nous donnent au moins 3 semaines ou bien 4 semaines ou 1 mois. Allez-y. Bon, le lendemain, nous, à notre grande surprise, le lendemain matin, on vient, le pont est fait. Une construction faite de grosses lianes, suspendues et maintenues aux arbres environnants par d'autres tiges plus petites. Pour le traverser, il faut se déchausser, histoire de ne pas mécontenter les génies constructeurs. Et à Lieupleu, l'on a pris conscience de l'importance de l'instrument. Pour la gestion de ce pont, bon, il y a des touristes qui viennent, il y a des visiteurs qui viennent. Nous, on vend les tickets à 2000 francs par personne.
Construit depuis des temps immémoriaux, le pont de Liane de Lieupple, détruit à la faveur de la crise, a été réhabilité le 28 décembre 2013 par la volonté des fils du village et cadres de la région. Ultime souhait de tous ici, voir ce pont de Liane inscrit au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. Un mot de sport à présent. Le ministère des Sports et des Loisirs visite depuis quelque temps des associations sportives. L'équipe juridique dirigée par Madeleine Djomo était récemment à Beaunois avec le Séraphin Football Club. Le point de la visite avec Cathy Touré. La directrice des affaires juridiques et de la coopération internationale du ministère des Sports s'est invitée au Séraphin Football Club de Beaunois, ex-FC Daoukro, pour une visite qui a permis d'évaluer les connaissances des dirigeants et encadreurs dans la gestion d'un club de football. La réglementation nécessaire à la constitution du club, la qualité et le grade de formateur, le nombre de licenciés par catégorie, le programme des activités, l'équipement du club, la question d'assurance, le règlement et statut intérieur ainsi que le suivi médical sont autant de points abordés. C'est la réforme du sport en Côte d'Ivoire qu'a bien voulu entreprendre Monsieur le ministre Alain Loboyon, en jouant sa partition au sein du travail de l'équipe gouvernementale, conformément à la vision, aux objectifs de Monsieur le Président de la République. Donc, cette réforme dans le domaine du sport amène à ce que les associations, les acteurs du milieu puissent se conformer à avoir des documents, une existence légale pour pouvoir être représentatifs de ce qu'est le sport en Côte d'Ivoire. Cette rencontre répond à un objectif majeur, celui de mettre en conformité les statuts et règlements intérieurs adoptés par les clubs et la réalité du terrain. Depuis l'application de la réforme, ce sont au total 8 associations et clubs de football qui ont été visités par le ministère des Sports. La communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire a prié pour l'éradication totale de la fièvre à virus Ebola. Elle a bénéficié du soutien des autres ressortissants de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire et aussi de la communauté libanaise. La prière s'est tenue à la mosquée libanaise de Marcory, le point d'Hermaniamia. Prière pour l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola au complexe culturel Al-Zahra de Marcory. L'initiative est de la communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire. À travers cette prière, elle entend implorer la clémence de Dieu afin qu'il mette fin à cette épidémie qui a fait déjà des milliers de victimes. Nous sommes soucieux au sein du Conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire depuis le début de cette maladie et on est convaincus qu'après cette prière, l'Ebola sera éradiqué. Pour cette initiative, la communauté guinéenne a bénéficié du soutien des autres communautés de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire et aussi du concours de la communauté libanaise qui a offert sa mosquée pour la prière. Cette cérémonie est non seulement encourageante, mais elle permet d'espérer que Ebola sera bouté hors non seulement du territoire de la Guinée, du Libéria, de la Sierra Leone et des pays concernés, mais de tout le continent. Les frères guinéens ou bien d'autres qui pensent à nous pour faire le doua ensemble, pour partager ensemble devant le bon Dieu, pour qu'on se réconcilie tous les événements, tout le mal, surtout l'Ebola qu'on connaît aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cet élan de solidarité. En plus des nombreux fidèles musulmans ivoiriens présents à cette prière, le gouvernement était représenté par le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'étranger. Au-delà des efforts au plan régional, au plan international qui sont faits, que nous n'oublions pas que la grâce en toutes choses vient donc du Seigneur. La fièvre hémorragique à virus Ebola a fait à ce jour 15 140 victimes, dont 5 420 décès. La Guinée, elle, enregistre 1971 cas, dont 1192 décès. En bref et en image, avant de terminer, plus de 5 millions d'électeurs tunisiens sont aux urnes depuis ce dimanche matin. Ils vont départager 27 candidats qui briguent le fauteuil présidentiel. C'est une première pour la Tunisie qui organise une élection présidentielle libre. Et je rappelle que ce pays a été pendant longtemps le berceau des révolutions du printemps arabe.
Voilà qui met fin à ce 12h30. Prochain rendez-vous de l'information sur RTI 2, 19h30. Excellent début de semaine à tous.